La neuro-IA, c'est la convergence des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Avec l'aide d'implants et d'algorithmes, cette technologie permet d'accéder à notre cerveau, de le piloter, voire de le manipuler de façon ciblée. Et les progrès sont impressionnants. Des personnes paralysées peuvent de nouveau marcher. Des troubles psychiques peuvent être traités par neurostimulation et l'IA peut même optimiser notre mémoire. Et ce n'est pas tout. Des entreprises comme Neuralink, Google et beaucoup d'autres géants de la tech investissent des milliards dans le décryptage de notre cerveau. Il ne s'agit plus seulement de soigner, mais d'augmenter l'être humain. En se connectant à des ordinateurs, on peut générer des pensées qui dépassent les capacités de notre cerveau. Pour certains, décrypter le cerveau, c'est ouvrir la boîte de Pandore. On est à un carrefour entre utopie et dystopie. Dystopie d'une humanité surveillée et manipulée dans ce qu'elle a de plus intime, la pensée. Je m'appelle Bertolt Meyer, je suis professeur de psychologie et passionné par les grandes questions qui agitent aujourd'hui le monde scientifique et la société. À l'Ars Electronica Center de Linz, en Autriche, tout tourne autour des interactions possibles entre l'être humain, l'intelligence artificielle et les machines. On cherche à tisser un lien étroit entre notre cerveau et l'IA. Le potentiel de la neuro-IA est immense et ne se cantonne pas au domaine médical. Mais avec quel degré de dépendance? Cette technologie porte en elle un potentiel de dérive terrifiant. Les données cérébrales pourraient devenir la monnaie de l'avenir. Mais sommes-nous capables d'en mesurer toutes les conséquences? Franchissons-nous une ligne rouge? Ou doit-on se réjouir des possibilités insoupçonnées qu'offre la neuro-IA sur les plans médical et humain? C'est de cela que je veux discuter aujourd'hui avec mes deux invités. Je vais les interroger séparément pour tâcher de me faire ma propre opinion. Monsieur Sandberg, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Puis-je vous demander pourquoi nous avons besoin, ou pourquoi notre cerveau a besoin d'être augmenté par l'IA? Parce que nous vivons dans un monde qui est plus complexe que le monde dans lequel nous avons évolué jusqu'ici. Donc nous avons besoin d'aide. Et parce que nous le voulons. Notre condition humaine peut évoluer vers une condition transhumaine, en améliorant des choses qui ont besoin d'être améliorées et en explorant de nouvelles possibilités. Anders Sandberg est docteur en neurosciences et transhumaniste. Pour lui, l'incorporation de la technologie dans le corps humain n'est pas simplement synonyme de progrès médical, c'est une amélioration nécessaire. La fusion de l'homme et de la machine est à ses yeux une étape logique de l'évolution. Ce qui compte avant tout, c'est notre santé et notre espérance de vie. Oui. Mais aussi, dans une certaine mesure, nos compétences cognitives. Nous devons être capables de mieux penser. Penchons-nous d'abord sur les applications médicales. C'est le domaine vers lequel s'oriente une grande partie de la recherche scientifique actuellement. L'application la plus évidente, c'est d'essayer d'aider les gens lourdement paralysés, en plaçant des électrodes dans leur cerveau pour qu'ils puissent communiquer. Leur qualité de vie en serait incroyablement améliorée. La neuro-IA révolutionne la médecine grâce avant tout à la combinaison des interfaces cerveau-machine et de l'intelligence artificielle. Les ICM, BCI en anglais, reçoivent les signaux électriques envoyés par notre cerveau et permettent la communication directe avec les machines telles que les smartphones, les ordinateurs ou les robots. L'IA est le traducteur de ces échanges. À travers des algorithmes, les ICM déchiffrent des schémas d'activité neuronale complexes et peuvent même les orienter de façon ciblée. Aujourd'hui déjà, la stimulation neuronale permet de soigner la dépression, la maladie de Parkinson et les troubles du sommeil. Les personnes paralysées peuvent commander leurs prothèses par la pensée et on peut aussi améliorer la mémoire à court terme des personnes âgées. La neuro-IA ouvre donc de nouvelles voies à la médecine. Mais les données cérébrales ne sont pas uniquement utiles dans le domaine médical. La neuro-IA est la clé qui ouvre la porte de notre cerveau et de nos pensées. Notre cerveau, notre conscience, est la chose la plus personnelle, la plus intime qui soit. Et on veut la relier à un ordinateur. Faut-il s'inquiéter?
Je crois qu'il convient d'être prudemment pessimiste face à la possibilité que cette technologie soit utilisée à mauvais escient. Le cerveau n'est pas un organe quelconque, c'est nous, nos émotions, notre conscience, notre langage. À chaque fois qu'on connecte une chose à un ordinateur, on la rend vulnérable à tous les risques que représente l'ordinateur. Marcello Jenka est professeur d'éthique de l'intelligence artificielle et des neurosciences à l'Université technique de Munich. Il met en garde contre les risques de l'intégration de l'IA dans le cerveau humain et appelle à la mise en place d'un cadre juridique qui protège les droits du cerveau, les neurodroits. Historiquement, le cerveau a toujours été une boîte noire. Et maintenant, on commence à développer des outils qui nous aident à comprendre comment il travaille en temps réel. L'ennui, c'est que l'IA introduit un ensemble inédit de risques, parce qu'on sait que les algorithmes peuvent être discriminants envers certains groupes de personnes. Et ils peuvent être incompréhensibles, si bien qu'il est impossible d'évaluer ces risques en cas de problème. La neuro-IA sera par définition incompréhensible, parce qu'on ignore comment le cerveau fonctionne au juste. On ne fait qu'associer des schémas d'activation à la réalité observée. Il est probable qu'on se retrouve avec des inférences inexplicables, oui. C'est embêtant pour nous, les scientifiques, qui voulons comprendre comment le cerveau fonctionne. Mais peut-être que les utilisateurs, eux, ne s'en soucient pas tellement. Où en sommes-nous au juste? Dans quelle mesure l'IA modifie-t-elle déjà la médecine et le corps humain? Je ne suis pas le même depuis qu'on m'a posé cet implant. Lors d'un accident de moto, Michel Rocati a subi une lésion de la moelle épinière au niveau de la 6e vertèbre thoracique. Depuis, il est paraplégique. Il a passé 3 ans en fauteuil roulant jusqu'à ce qu'en 2020, il ait la possibilité de participer à une étude clinique. Michel pourrait retrouver l'usage de ses jambes grâce à un implant dont il est l'un des tout premiers à bénéficier. Cet implant est commandé depuis un petit ordinateur qui envoie des impulsions ciblées dans son corps. L'idée de permettre à un ordinateur de commander mon corps était un peu effrayante. Mais c'était un bon compromis pour atteindre un objectif très important pour moi, pouvoir me mettre debout et marcher. L'implant se trouve dans la moelle épinière, sous les voies nerveuses endommagées. Il envoie des impulsions ciblées aux nerfs de certains groupes musculaires, reproduisant ainsi les ordres du cerveau. Michel pilote cette stimulation électrique et donc son corps avec une tablette. Maintenant, je vais charger le programme pour la marche. J'ai un programme spécifique pour marcher, avec une faible amplitude. C'est mon échauffement quotidien. Au bout d'un moment, quand les muscles sont chauds, je passe à un programme plus rapide. Vous voyez ici tous les groupes de muscles qui sont impliqués dans la marche avec ce programme spécifique. Au début, Michel avait encore besoin d'un système de sangle fixé au plafond pour pouvoir marcher. Aujourd'hui, il se contente d'un simple déambulateur. Pour chaque pas, l'implant commande plus de 30 muscles simultanément. De mois en mois, Michel gagne en assurance. Ses mouvements deviennent plus fluides. Je me souviens de mon séjour à Lausanne. J'étais dans un super grand laboratoire et j'avais tout un tas de marqueurs et de capteurs électriques sur le corps. Les premiers pas, c'était... Waouh! Super! Michel dirige ses pas avec les boutons situés sur son déambulateur. Le gauche contrôle sa jambe droite et le droit sa jambe gauche. En plus de la marche, il peut activer différents programmes personnalisés qui lui permettent de se lever, de monter des marches ou même de nager. Je dis toujours que je suis un cyborg. L'ordinateur et moi, on ne fait qu'un. 50% homme, 50% machine.
L'implant pour la moelle épinière et les algorithmes qui le pilotent ont été développés par une équipe de scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. L'étude clinique est en cours depuis 5 ans. Michel donne régulièrement de ses nouvelles et émet des suggestions en vue de perfectionner à la fois l'implant et l'IA qui régit les mouvements. Mais il trace aussi une limite claire. Si je devais utiliser un ordinateur connecté à Internet et m'en remettre totalement à lui pour stimuler mon corps, je pense que je ne serais pas complètement prêt à l'accepter. Un corps piloté via l'IA présente trop de risques de sécurité. La prochaine étape, en cours de test, consistera plutôt à implanter une puce dans le cerveau pour que les patients puissent envoyer les impulsions par la pensée. Sans bouton, rien qu'avec le cerveau en pensant au mouvement. Si c'est ça l'avenir, pourquoi pas? S'agissant des applications médicales, les technologies qu'on développait jusqu'ici visaient à restaurer la santé ou des fonctions qu'on avait perdues. Comme moi qui ai perdu mon bras. Je suis assez d'accord pour qu'on introduise de la technologie dans mon corps si ça peut m'aider. Mais c'est un peu différent quand on pense aux applications non médicales. Quelle est votre opinion là-dessus ? Je pense qu'améliorer la mémoire à court terme serait une bonne chose pour la plupart des gens. Donc je peux envisager une société où on augmente son cerveau, sa mémoire, sa capacité à apprendre. Je pense aussi qu'on peut améliorer plein d'autres choses, comme nos sens. On pourrait trouver des façons de convertir nos intentions en actions directes par l'intermédiaire de robots ou d'autres systèmes. Jusqu'où peut-on aller? C'est toute la question. Ça va dépendre de la façon dont on va développer cette technologie. Quand c'est possible, s'il vous plaît, essayez de me répondre par oui ou non. Juste oui ou non. D'accord? Aimeriez-vous qu'on vous implante une puce qui double votre capacité de concentration? Oui. Tout dépend de qui fabrique la puce. Une interface neuro-IA qui éliminerait la douleur, vous l'utiliseriez? Oui. Oh non. Est-ce que vous accepteriez qu'une interface neuro-IA puisse amplifier artificiellement des sentiments comme l'amour, l'euphorie, le courage? Oui, c'est possible. Oui. Ok. Une interface neuro-IA qui reconnaîtrait les prémices d'un épisode dépressif chez une personne devrait être autorisée à contacter automatiquement des services psychothérapeutiques. Automatiquement, ça veut dire sans son consentement, donc non. Ça dépend de la gravité de l'état dépressif, mais non en général. Une interface neuro-IA qui connaîtrait vos intentions de vote peut voter à votre place. Oui. Non, jamais. Le vrai sujet, c'est celui de l'égalité. Si on introduit une nouvelle inégalité, l'inégalité cognitive, on court le risque de créer une société fragmentée. Même s'il y a de grandes inégalités naturelles entre les gens. Certains ont une meilleure mémoire, d'autres une meilleure vue. Mais ces différences ont toujours été le produit d'une loterie génétique, pour ainsi dire. Ça dépend parfois aussi du style de vie. Ça peut être plein de choses, mais rien qui puisse s'acheter. Si demain on vit dans un monde où on se met à fabriquer des inégalités basées sur la capacité à s'offrir telle ou telle technologie, alors on exacerbe les inégalités socio-économiques préexistantes. On pourrait arguer que c'est déjà le cas aujourd'hui, même sans la neuro-IA. Les gens riches ont la possibilité de prendre des cours particuliers, de fréquenter des écoles privées, de bénéficier d'une bien meilleure éducation. Mais là, on ne parle pas seulement de connaissances, on parle de vitesse de traitement ou de facultés sensorielles. Oui, c'est juste. Il s'agit donc d'intervenir à un niveau sous-jacent. Le risque d'amplifier les inégalités est certes dans la continuité des inégalités existantes, mais c'est l'étape d'après. On modifie carrément le disque dur, plus seulement le logiciel. On est sur le point de modifier les deux, le disque dur et le logiciel. Je ne pense pas qu'on doive s'attendre à ce que ça change le monde du tout au tout.
Pour moi, la question de l'équité dépend de la situation. À l'école, on veut une vraie équité. Mais s'il s'agit pour des mathématiciens de résoudre des problèmes très complexes, autant qu'ils utilisent tous les outils dont ils disposent, l'essentiel étant d'arriver à la vérité mathématique. Si on veut la rendre accessible à plus de gens, la solution serait peut-être de subventionner la puce. On en arrive à un point délicat qu'on appelle normative creep, ou dérive normative. Si tout le monde, ou la plupart des gens autour de moi, se mettent à s'augmenter, suis-je encore vraiment libre de choisir? C'est un problème, mais il n'est pas nouveau. Si on ne sait ni lire ni écrire, on ne peut pas participer à la société moderne. On peut avoir des moyens d'augmenter nos capacités et refuser d'en profiter, quitte à être désavantagé. Ce n'est pas nécessairement mauvais. C'est en grande partie une affaire de marketing. Qu'il s'agisse d'un gadget ou d'une pilule, le prix des nouvelles technologies chute au fil du temps. C'est comme ça que les smartphones sont arrivés jusqu'en Afrique subsaharienne. Eh bien, ce serait vrai si on était dans un marché libre. Or, ce n'est plus le cas. Toute l'industrie de l'IA repose sur des monopoles. On a observé une convergence et une concentration des acteurs. Aujourd'hui, une poignée de sociétés détient à elle seule 99% du pouvoir en matière d'IA à l'échelle mondiale. L'IA n'est plus une technologie démocratique. La majeure partie de ce pouvoir est entre les mains de 5 sociétés: Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta et Google. Les implants fabriqués par des entreprises privées pour venir se loger dans notre cerveau peuvent être une bénédiction ou une malédiction. Comme pour cette Australienne qui souffrait d'une forme sévère d'épilepsie. Un implant dans son cerveau pouvait reconnaître les crises à un stade précoce et la prévenir. Elle prenait alors ses médicaments et évitait la crise. Cela lui a permis de reprendre une vie normale et d'oser de nouveau sortir de chez elle. Mais quand l'entreprise qui produisait l'implant a déposé le bilan en 2014, il a fallu lui retirer l'implant, contre son gré. C'était devenu pour elle plus qu'un dispositif médical, ça faisait partie de son identité. Les scientifiques parlent de l'un des premiers cas d'une nouvelle forme de violation des droits de l'homme. Ce qui nous amène à ma question suivante. Est-ce la technologie qui constitue un problème, ou bien le modèle économique, ou le service qui va avec? À qui appartient cette technologie? À qui appartiennent les données? Sont-elles utilisées à des fins commerciales, ou réellement pour améliorer les capacités de chaque être humain? Ce sont des questions très complexes. Il y a un aspect éthique et un aspect juridique. Pour ce qui est de l'éthique, il s'agit de reconnaître que certaines technologies, comme les prothèses, font partie intégrante des personnes opérées. Une fois en elles, elles leur appartiennent, comme le reste de leur corps. Ensuite, il y a la question juridique de savoir quelle aide le fabricant est censé apporter aux utilisateurs de leurs produits, même si ce n'est plus rentable. Et peut-on forcer les utilisateurs à adopter la version dernier cri au prétexte que l'entreprise la déclare meilleure? C'est à cet égard qu'il faut protéger les consommateurs. Vous ne craignez pas que les géants de la tech soient en réalité à la recherche de nouvelles occasions d'inonder le marché avec des produits susceptibles d'être vendus à tout le monde parce qu'ils sont censés être bénéfiques pour tout le monde? Ces produits servent-ils vraiment le bien commun? Font-ils avancer l'humanité? Pendant longtemps, on a élaboré des techniques destinées à assurer une fonction spécifique. Elles répondaient à un besoin évident de la société. On avait besoin de la roue. Quelqu'un devait inventer la roue. Alors quelqu'un l'a inventée et tout le monde s'en est servi. Mais on n'est plus dans cette configuration. Dans le monde d'aujourd'hui, on fabrique des désirs et des besoins. La plus grande partie de l'humanité n'est plus que le réceptacle passif de besoins fabriqués par d'autres, qui les convainquent que c'est exactement ce dont ils ont besoin. Et maintenant, il y a le risque supplémentaire que les mêmes technologies appliquées au cerveau puissent être utilisées pour comprendre comment mieux fabriquer les besoins et les désirs. C'est ce que fait le neuromarketing. On étudie le cerveau des gens pour comprendre quel type de besoins ils pourraient développer et quels désirs on peut fabriquer pour manipuler encore plus les individus. On peut avancer cet argument vis-à-vis de la technologie médicale en général.
Certaines technologies sont clairement d'intérêt public. D'autres sont vraisemblablement promues pour servir des intérêts privés, sans se soucier de ce qui est bon pour la société. Le problème, c'est que les fabricants vont toujours pousser certaines technologies, bien souvent celles qui sont le plus faciles à fabriquer plutôt que les meilleures, celles qui améliorent vraiment la condition humaine. Il est sûrement bien plus difficile de fabriquer quelque chose qui nous rend plus épanouis, nous fait mieux fonctionner, améliore notre sens moral, que quelque chose qui améliore la mémoire à court terme. Oui. Et si fabriquer quelque chose qui soulage la douleur serait très utile d'un point de vue médical, ce serait aussi la porte ouverte aux abus. Ces choses sont assez prévisibles, alors on peut commencer à protéger la société en posant un cadre. Les biologistes évolutionnistes parlent déjà d'une étape comparable avec le passage des êtres unicellulaires à des formes de vie plus complexes. Tandis que les uns voient la fusion avec l'IA comme une amélioration optionnelle, d'autres y voient une nécessité. Avant tout pour ne pas rester à la traîne face à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle. D'ici 2030, une IA pourrait être plus intelligente que l'ensemble de l'humanité. Si on ne veut pas être remplacé ou dépassé par l'IA, il faut qu'on puisse l'affronter sur un pied d'égalité, autrement dit se mettre à niveau ou même fusionner avec elle. Nous devons transcender nos limites biologiques, qu'elles soient physiques, cognitives ou temporelles. Un lien aussi intime pourrait créer une nouvelle forme d'individualité où l'homme et l'IA profiteraient l'un de l'autre en tant que système commun. L'homme augmenterait toujours plus son potentiel et les algorithmes profiteraient de nos données. Il y a un argument largement répandu qui prétend qu'on doit s'augmenter pour avoir une chance face à l'IA. Oui. Je pense que c'est un argument erroné. Ah oui? Oui, même s'il est avancé pour défendre la technologie qui vise à augmenter l'humain. Il est erroné parce que, selon moi, l'IA progresse bien trop vite pour qu'on puisse la suivre, quoi qu'il arrive. La neuro-IA est-elle le tremplin vers un avenir transhumaniste? Je l'espère. Vous l'espérez? Oui, je suis un fervent transhumaniste. Je pense que la condition humaine est formidable, mais qu'elle pourrait l'être encore plus. Petite note explicative. Le transhumanisme est un courant philosophique qui promeut l'utilisation de la technologie pour repousser les limites physiques et cognitives de l'homme, que ce soit via le génie génétique, l'IA ou la neurotechnologie. L'un des problèmes que j'ai toujours eu avec le transhumanisme, c'est cette notion de transition vers l'au-delà de l'humain. Comme si être humain était quelque chose de statique, alors qu'on évolue tout le temps. À travers l'évolution biologique, l'évolution culturelle, on ne change pas juste notre environnement. Nous aussi, on change continuellement. Quelle serait votre vision dystopique de l'avenir dans le cas où on échouerait à encadrer correctement les interfaces neuro-IA? Le pire scénario serait que tout ça aboutisse à un monde où les pensées, les intentions et les émotions des gens pourraient être lues de l'extérieur. Par exemple, par des gouvernements ou des entreprises, ou pire encore, influencés de l'extérieur. Nos pensées les plus secrètes, des choses qui ne se passent que dans notre tête et qui ne sont pas censées se concrétiser. D'autres que nous-mêmes pourraient les lire. Mais quel cauchemar! C'est pire qu'un cauchemar. C'est une dystopie. Même George Orwell n'avait pas imaginé ce degré d'horreur dans 1984, son célèbre roman qui décrit cette société où Big Brother surveille tout le monde. Il dit « Rien ne vous appartient en propre, sinon les quelques centimètres cubes logés dans votre crâne. » Donc, même dans la plus grande dystopie que l'humanité ait jamais écrite, on part du principe que le cerveau est le dernier refuge, le dernier espace d'intimité où même Big Brother n'a pas accès. N'est-ce pas ce qu'on a de plus intime? Si, et c'est ce qui est effrayant. Toute technologie qui a la capacité de transformer le monde peut aussi le détruire. Garder le contrôle des technologies les plus puissantes ne va pas être une mince affaire. Je veux pouvoir mettre des intentions humaines dans l'IA pour le bien de l'IA. Mais je ne veux pas que le gouvernement connaisse mes intentions. Alors comment faire? C'est toute la question. Je pense qu'on doit installer des garde-fous. Pas juste pour la technologie, mais pour les gouvernements. D'accord. Et pour les entreprises? Est-ce que je veux que le fabricant de mon téléphone portable connaisse mes pensées, mes intentions, mes désirs? Probablement pas. Mais elles en savent déjà certainement plus que le gouvernement. Si Apple était un service de renseignement, il y aurait de quoi s'inquiéter sérieusement.
Le problème, c'est que plus les technologies sont puissantes, plus elles demandent à être encadrées. Excusez-moi, mais au vu de la situation actuelle, je n'ai pas confiance dans la capacité des marchés à réguler la technologie neuro-IA et à limiter autant que possible les dérives. Généralement, on a besoin d'abord de la flexibilité d'un marché qui réagit rapidement, et ensuite de la stabilité qu'apporte une régulation venue d'en haut, sur laquelle on peut tous s'accorder démocratiquement. On doit avant tout protéger le cerveau humain. Il faut fixer des neurodroits. Et ça passe par l'éducation. La plupart des gens n'ont pas conscience de la valeur de leurs données ni du pouvoir qu'elles leur confèrent. Si demain, on éteignait tous nos smartphones dans le monde entier, si 8 milliards de personnes faisaient ça, toute l'économie des données s'effondrerait. Et on ne doit pas se focaliser uniquement sur la technologie, mais aussi sur la démocratie, parce que l'enjeu est là. Jusqu'à présent, les pays les plus puissants sur le plan technologique ont toujours été les plus démocratiques aussi. Mais ce n'est plus vrai. On peut avoir une puissance technologique incroyable sans démocratie. Regardez la Chine et les États-Unis, où toutes les grandes fortunes de la tech soutiennent un gouvernement qui veut affaiblir la démocratie dans leur propre pays. Il y a donc un vrai risque ici que le lien entre la démocratie et la technologie se rompe, et de la pire des façons. On doit repenser notre interaction avec la technologie. Ce qui est vraiment fondamental, c'est oui, on doit accélérer le développement de la neuro-IA. Je ne suis pas un luddite, un technophobe. Je ne pense pas qu'on devrait faire marche arrière pour retrouver un passé imaginaire où on se contenterait d'arroser nos salades dans notre jardin. Mais on doit aussi devenir les acteurs de l'économie des données. Pouvoir utiliser nos données comme on l'entend. On est vraiment à un carrefour entre l'utopie et la dystopie. Il ne tient qu'à nous de choisir la voie qu'on veut suivre. Merci beaucoup, Monsieur Yenka. Vous m'avez beaucoup appris. Devons-nous laisser l'IA pénétrer dans nos cerveaux? Le potentiel est énorme. Comprendre le cerveau, guérir des maladies, accroître nos capacités. Mais les risques sont eux aussi énormes. Surveillance, intrusion mentale, manipulation. Si nous laissons cette technologie entrer de façon débridée dans notre monde actuel, inégalitaire et polarisé, en permettant aux puissances du marché d'agir à leur guise, alors je crains le pire. Je vois se réaliser une dystopie dans laquelle un petit nombre d'entreprises feront énormément de profits sur le dos de la collectivité. Mais si nous réussissons à fixer un cadre juridique international qui réglemente la neuro-IA en plaçant le bien-être de l'humain et des sociétés humaines au-dessus de l'intérêt des entreprises, alors je suis convaincu que cette technologie peut faire un grand pas en avant à l'humanité.